Allez, c'est parti pour cette nouvel épisode de SAS sans filtre. Aujourd'hui, on est avec Gérald Faure. Comment tu vas, Gérald? Bah écoute, ça va super bien. Je sais que tu écoutes mes podcasts, donc je suis trop content de venir sur le tien. Ça me fait super Ouais, plaisir. grave. Et, un honneur pour moi aussi de te recevoir. En vrai, je suis vraiment content. On a trouvé enfin, j'ai trouvé pour le coup l'opportunité de le faire, donc c'est vraiment cool. Parce que c'est vrai que ça commence à faire un moment qu'on se connaît maintenant, qu'on bosse ensemble. Ça datait déjà de quand tu faisais de l'e-com avec Spicy sur la fin. Donc, Exactement. Il y a même eu avant, même sur WordPress, on avait fait des trucs ouais, ta ensemble. formation en fait, ouais. Ouais, ouais, ça Donc, remonte à la période Covid, à peu près à cette période-là. Cette période où ouais, ouais, je pense que ça doit être peut-être juste après, ouais. ouais, Donc, ouais, trop chouette, trop chouette. Toi, pour te présenter rapidement, tu es fondateur du Mastermind Entreprendre, gros mastermind du marché pour les formateurs, coachs, prestataires de services, etc. Je pense qu'il y a même plus besoin de le présenter. il y a toujours besoin de le présenter pour que les gens gardent la bonne version dans la tête. Mais ça va, on Ouais, voit que tu connais c'est les vrai. éléments de langage, donc ça va, c'est maîtrisé. Oui, bah ça va, je le vois tourner quand même, donc maintenant je commence à bien cerner le truc. Et donc une plus petite version aussi avec l'accélérateur entreprendre pour passer de 0 à 10 000 euros. Euh, donc voilà. Alors d'habitude, sur ces épisodes-là, j'ai toujours un peu l'habitude avec mes invités de préparer pas mal de questions parce que bah il y a souvent une expertise derrière, vraiment un sujet SaaS qu'ils ont parce qu'ils ont développé ou quoi. Mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai essayé de faire le même travail. Et en fait, je sais que bah, t'as été quand même beaucoup à toucher à différentes formes de business dans ta carrière, que ce soit bah, au tout début la presta ou l'e-com ou après la formation, etc. Je sais qu'aussi moi, de mon point de vue, tu avais quelques sujets quand même par rapport au SaaS. Mais j'avais pas trop envie de me brider. Pour le coup, j'aurais moi voulu commencer pour commencer l'interview, te demander, toi, pourquoi c'est quoi ton rapport avec les SaaS? Bah, mon rapport avec les SaaS, c'est en voulant développer un SaaS que, enfin, c'est en ayant un besoin, donc un founder problem fit, que je me suis mis à coder. Et donc en fait, les SaaS, c'est ce qui m'a permis en fait de trouver ma vocation. Parce que c'est en codant après que j'ai dû découvrir le marketing et en faisant du marketing, de la formation. Et aujourd'hui, je fais ce que je fais, quoi. Donc ouais, non, moi, j'ai appris à coder pour faire un SaaS. À l'époque, parce que je suis un petit peu plus vieux que toi, je suis né en 90. À l'époque, je bossais en alternance dans un magasin qui faisait de la maintenance informatique. Le gros du business, c'était d'implémenter des solutions de gestion commerciale. Et du coup, le modèle, le MRR, l'abonnement, c'était d'aller relever des sauvegardes à la main. Moi, je trouvais ça complètement con. Parce qu'en fait, ces sauvegardes étaient très très grosses. À Saint-Émilion, le réseau à l'époque était catastrophique. Et donc, il fallait aller relever. Donc, on avait un forfait. Et on avait un mec qui partait avec un kangou pour aller relever des sauvegardes. Et je trouvais ça hyper lourd. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi en fait ce logiciel de gestion qu'on distribue. Alors, on distribuait les trucs classiques, les EBP, les Sage, etc. Mais on en distribuait un qui s'appelait Grap et qui était un équivalent, donc un ERP, mais pour les négoces en vin. Et c'est en me disant ça que je me suis dit, bah attends, on pourrait quand même faire quelque chose en ligne. Et ça a été mon premier développement. C'était un logiciel qui ressemble un petit peu à ce que fait Quaderno, enfin voilà, devis, facturation, etc., qui s'appelait WebGesco. Et ça a super bien marché. Ça a super bien marché et ça m'a permis d'apprendre le code. Donc j'ai appris le code en développant mon SaaS. Ça, tu l'as fait avant déjà Ah, de c'était faire du avant l'école business d'ingé. ou... Ah, c'était J'étais il y a en, un moment, ouais. j'étais en alternance, donc c'est l'année de ma terminale. Ah ouais, ce que j'allais dire, Ouais. cette anecdote-là, je l'avais jamais entendue encore. Non, bah non, parce que souvent Donc ouais, c'est fou. je commence à raconter ma vie au moment de l'école d'ingé. Mais non, c'est ça qui Ouais, m'a donné justement envie. C'est au départ, je voulais faire ingé son, je voulais faire de la production en radio. ok. Et donc c'est pendant ce stage que j'ai découvert le code. Hmm. Donc voilà. Donc du coup, après école d'ingé, donc du coup, pour faire du dev, Mm, t'as enchaîné, du exactement. coup, je crois que tu t'es lancé assez rapidement ton compte, même pendant l'école d'ingé, tu faisais déjà des Ouais. trucs, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Bah, je faisais du dev, création de site web et je développais des ERP. Du coup, je m'étais spécialisé dans le ERP. À l'époque, on savait pas que ça s'appelait des SaaS, quoi. Donc Ouais. ERP, outils de gestion, gestion, facturation et outils métier, quoi.
Ok. Et du coup, donc après, bon bah t'as lancé tous les business qu'on peut connaître. Est-ce que sur cette période-là, du coup, après que tu aies arrêté la presta, il t'est switché. À l'époque, ça devait être sur l'e-com, je pense, du coup. Ouais, exactement. C'est quoi les les projets SaaS sur lesquels tu as pu bosser, que tu as lancé sur ces boîtes-là? Déjà, quand tu dis le e-com, je faisais du e-com en effet, mais ça c'était la version visible. En gros, mon métier c'était en effet d'éditer un SaaS qui s'appelait Spicy Checkout, dont le but était de d'overrider le checkout, donc la page de paiement de WordPress ou de Shopify, pour ensuite proposer des modèles d'upsell, très souvent à l'abonnement. Donc c'était ça le modèle. Et le e-commerce que je faisais, bah, c'était juste pour utiliser mon propre SaaS. Au départ, je l'ai fait pour moi, puis je l'ai proposé à des tiers. J'avais pas le modèle économique d'un SaaS classique, j'ai un modèle en affiliation, et ça m'a Mm. permis de cartonner. Je suis passé Mm. d'une boîte, bah, tu sais ce que c'est, hein, faire des sites web pour de la PME, etc. C'est quand même un métier assez ingrat, à un truc où bah, j'encaissais plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, quoi. Donc Mm. c'était vraiment pas la même chose. Ah oui, parce que tous tes clients, enfin, c'était des partenaires pour le coup que tu avais en Ah, affiliation. des affiliés, je les appelais, ouais, c'est ça, Les affiliés, ils t'en amenaient d'autres, chacun amenait beaucoup de clients, donc forcément ça faisait un effet de volume et boule de neige qui était assez impressionnant. exactement. Euh, quand 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 t'as lancé ce truc déjà justement de Spicy Checkout, à la base la jeunesse du truc c'est quoi? Parce que Bah, j'imagine que c'est pas tombé du ciel de te dire je vais faire un truc à modèle à abonnement. non, non, Euh, j'avais des petits business en ligne, des petits business en ligne qui tournaient. J'avais découvert la pub, j'ai découvert tout ça. Et je me suis dit, OK, sur quoi je pourrais aller? Sur quoi je pourrais aller? J'étais un peu à court d'idées parce que les idées de business que j'avais eues, c'était pas moi qui les avait initiées au départ. Et donc, je me suis dit, OK, comment je peux trouver un business où je capitalise sur ce que je sais déjà? Donc, j'avais déjà eu des petites muses. Voilà, le mot est lancé. Des muses avec des modèles à l'abonnement. Et je me suis dit, comment je peux avoir de la pub en illimité? Parce que moi, je m'étais spécialisé dans le marketing intentionniste. C'est-à-dire, je vais sur des outils qui me permettent de connaître le volume de recherche sur une requête. Je crée un petit outil qui permet en fait de résoudre la problématique et j'abonne les gens pour qu'ils payent tous les mois pour utiliser cet outil-là. Ça, c'était mon modèle. Mais vu que j'étais sur des requêtes intentionnistes, le volume, il était limité par le marché. Donc, si j'étais, admettons, sur, qu'est-ce que je pourrais dire qui ne serait pas ça, bouquet de fleurs Saint-Valentin, bon ben, le marché, il est la taille du nombre de personnes qui requêtent ça. Donc en fait j'étais un peu frustré de ça et je me suis dit je vais aller sur un truc qui a un marché infini, c'est le Google Google Shopping. Voilà, je vais aller faire de la pub sur Google Shopping. Et c'est là où après je me suis mis à faire du e-com et je me rendais compte qu'en fait une fois que j'avais payé ma pub, mes produits, les remboursements, etc. Il me restait d'argent, j'avais pas de marge et donc je me suis dit, bah, il faut utiliser les modèles à l'abonnement que j'avais à l'époque, donc en vendant du service, en upsell. Et vu qu'il y avait aucun logiciel qui faisait ça, bah, je l'ai fait moi. Je l'ai prototypé. Et ensuite après, bah, pour le scaler, j'ai recruté l'équipe. Mais au départ, je l'ai prototypé moi-même. Parce que pour le coup c'est pareil, t'es le deuxième que je reçois qui est quand même un profil un peu tech slash geek, donc t'étais en mesure en mesure de faire ça. Ça me fait rire entre parenthèses parce que ça me rappelle à chaque fois que tu nous disais j'ai prototypé un truc dans Ouais, les ça te petits fait on arracher les cheveux, commençait à toi. s'arracher les cheveux, à prendre peur, on se disait bon qu'est-ce qui nous a sorti encore ce coup-ci. Non, mais en vrai, cette histoire de prototypage, c'est ultra important d'accepter le quick and dirty. Parce que enfin, soit il faut être extrêmement précis sur la vision, donc il faut savoir la verbaliser, il faut savoir embarquer l'équipe, tandis que quand tu sais prototyper, quand as une familiarité avec le code, quand tu es familiarisé au code, clairement tu te prends pas la tête, tu montres, tu dis et tu commentes ce que tu as fait et c'est quand même vachement plus simple. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est intéressant quand même d'avoir soit des personnes qui aident à faire ce prototypage, soit trouver d'autres modèles. Mais moi, c'est ma meilleure façon de m'exprimer, c'était par le code. Donc, c'est propre à moi, en fait, cette Ah, histoire-là. bien sûr. Bah et puis de toute manière je pense que pour le coup c'est un truc où
Enfin, pour le coup, tu dis même si on a une vision très établie, on peut faire un truc. Moi, ça me paraît dangereux quand même, hein. Pour moi, tu vois, c'est pareil que ce soit en termes de stratégie business ou même techniquement. En fait, dans les deux cas, on dit, eh ben, on étudie le marché pour valider ses hypothèses, pour ensuite après itérer sur le truc et tout. Moi, c'est exactement pareil. En fait, tu peux pas aller direct faire un truc absolument parfait. Et puis pour le coup, ce serait même une bêtise parce que bah justement dans cette phase de test, on va pas aller faire un truc fou et investir des milliers des cents sur un truc qui peut-être C'est marchera clair. pas, quoi. Mais moi, tu vois, quand je build un projet, je passe toujours par les mêmes étapes. Au départ, je pose ma vision, mais sans vraiment me contraindre. Hmm. Vraiment, j'écris vraiment tout ce que je veux. C'est vraiment c'est la liste au Père Noël. Ensuite, je fais une due diligence, c'est-à-dire que je vais voir l'équipe technique. Euh, je vais dire, OK, est-ce que ça c'est possible? Et ensuite, je vais voir le juridique et je dis, OK, est-ce que c'est légal? Et une fois que ça c'est bon, ben on voit comment on peut faire un MVP et vite le confronter au marché. Ça a toujours été ça le modèle. Ça a été ça, mais pas que sur de la tech, hein, sur absolument Ouais, tout. Ça a été ça au moment où on a fait Spicy, ça a été ça au moment où on a fait l'incubateur, ça a été ça au moment où on a fait le mastermind parce que ça sortait des clous de ce qu'on faisait dans l'incubateur. Enfin bref, à chaque fois que j'ai eu un projet à à gros potentiel, je suis passé par cette étape-là. Mais il faut pas se contraindre dès le départ. Au départ, il faut être ouais. créatif et ensuite on rajoute les contraintes parce que sinon C'est ce on a qui est une sorte super chouette de game d'ailleurs survivant dans cette dégueulasse. méthode. Parce que souvent, c'est vrai qu'au travers du MVP ou même de ce genre de méthode, on peut se dire, bah, c'est le truc où du coup, on va pas en faire trop, etc. Là, pour le coup, je pense que ça réunit les deux meilleurs mondes, ta méthode là, de se dire, bah, en gros, je peux faire à peu près ce que je veux, mais en gardant le contrôle sur les différents éléments, quoi. Donc, Exactement. je pense que sur ce côté créatif, au moins, on est hyper complet. Et juste pour revenir sur ce Spicy Checkout, du coup, toi, au moment où tu l'as lancé, euh, parce que du coup, bah, comme tu nous l'as dit, bon, donc t'as prototypé, t'as lancé, bah, en l'occurrence, ça a bien marché, et puis après, t'as recruté l'équipe pour scaler. Mais est-ce que sur le moment, t'avais déjà une prévalidation, ou en gros, tu lançais ça un peu en te disant, bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Non, c'est qu'au départ, on l'avait fait pour nous. Nous, on l'avait fait pour nous. On vendait, en l'occurrence, à l'époque, c'est du blanchiment pour les dents, le tout premier produit qui a été lancé. Et en fait, on arrivait à le vendre. C'est juste on n'arrivait pas à être Ouais, rentable. Si on augmentait les prix, ben du coup, on n'avait ouais, plus de volume. Donc du coup, on avait ce problème-là. Donc l'idée était de dire, ok, comment je peux augmenter mon truc. Et ça a été par la prise d'upsell. Donc j'avais déjà la clientèle qui payait, qui était prête à mettre une carte bleue, c'est-à-dire qu'on avait fait tout le travail de réassurance préalable. Et ensuite après, bah, il a fallu développer une fonctionnalité. Mais le MVP de mon SaaS, en fait, c'était pas mon SaaS. C'était le fait d'amener des gens sur un site, les rassurer, les faire payer, et ensuite derrière tester l'upsell. ok, très clair. Et donc, bah, du coup, après, bon, bah, ce projet, il a eu une fin, puisque t'es passé à autre chose. Ouais, Euh, exactement. Mais toujours pareil, je suis passé à autre chose, mais en gardant les enseignements, ouais, c'est-à-dire prototypage perso. En plus derrière après, t'as bossé sur le projet, t'as bossé sur le projet pour consolider ce fameux prototypage. Donc ça a été développer un ERP pour gérer des bootcamps en présentiel, enfin en synchrone, autour de la création d'entreprise, dans un projet qui s'appelle l'incubateur entreprendre. Et donc développement de ce SaaS là. Et derrière, on a utilisé pour la distribution tout ce qui était affiliation, parce que c'était ce qu'on venait de découvrir sur Spicy, quoi. ouais. Ça, pour le coup, c'est un truc que moi j'adore dans ton parcours parce que c'est un peu une manière différente de penser le SaaS comme on pourrait le connaître aujourd'hui, où en gros, bah, tu payes un abonnement, tu vas sur un service, enfin, tu as accès à un service. Là, pour le coup, c'était quand même un peu différent puisque, bah, finalement, ce SaaS-là, toi, tu le mettais à disposition de tes affiliés pour qu'ils aient la possibilité de gérer le dossier de manière CPF, mais c'était quand même aussi pour tes équipes un gros morceau de la livraison du produit au final. Que bah il y a tout qui était fait au travers de ça. Enfin ça, il y a eu beaucoup d'itérations hein, parce que à partir de la V0 dont tu parles, on a continué pendant plus de 2 ans après à itérer dessus, à le faire évoluer en fonction des réglementations, etc. Parce que là pour le coup, comme tu le disais tout à l'heure, bah, il y avait vraiment un gros sujet légal et c'est une manière que je trouve très chouette de voir les choses. Quand tu as lancé ce truc, parce que moi je me souviens justement ce SaaS-là qui est un ERP pour le coup, il est arrivé très tôt quand même dans la boîte. Pour toi, quand tu as lancé la boîte, tu t'es dit, tu savais qu'il allait avoir cet outil-là au milieu, quoi? En fait, il y a eu un tableau Excel pendant 15 jours
pour tester. Ouais. Mais ce qui est bien avec le tableau Excel, ce qui est génial, c'est que si tu as un tableau Excel qui est fonctionnel, tu as un SaaS, un modèle de base de données qui est déjà prêt. Donc ça, c'est vachement bien. Donc on avait un tableau, un spreadsheet qui était là, qui était chaotique, tu vois. Enfin, c'est impossible à maintenir, etc. Mais au moins, ce qui était bien, c'est que j'avais une base de travail. Et après, je me suis mis, j'ai regardé où étaient les frictions et j'ai développé le truc. À l'époque, il y avait zéro IA. Donc en gros, il fallait développer absolument tout. J'ai utilisé une technologie qui s'appelle Cockpit, que j'adore et que tu détestes, qui est une techno pour les geeks qui nous écoutent avec du NoSQL. On peut bâtir un peu le truc comme on veut. Ça permet en fait de créer des modèles de données avec une API, etc. pour pouvoir requêter. C'est un peu ce qu'on pourra voir sur. Euh, on a quoi comme c'est Firefight? Non, comment s'appelle ce SaaS euh, Ah, mince, non, euh, mince, j'ai oublié. le truc de Euh, Google, là, ouais, il le fait aussi, ça. bon, j'ai Bon, oublié. bref, peu Bon, peu importe. importe. Mais... Peu Ah oui, importe. effectivement, c'est un Voilà, truc où on a une base de données qui est qui est quasiment disponible en API. auto-gérée, et Voilà, c'est puis ça. on la requête au travers d'une API. Et donc du coup, je l'ai fait là-dessus. Au niveau de l'interface, je n'ai pas cherché à faire un truc beau, j'ai cherché un truc fonctionnel. Donc j'ai utilisé aussi des ressources des ressources qui sont connues. En l'occurrence, c'était Bootstrap. Et j'ai fait ça, tout simplement. Mais au départ, c'était même pas sécurisé, c'était rien quoi. Non, il y avait C'était rien. vraiment juste essayer d'avoir un pipe qui fonctionne pour savoir où en sont les dossiers et qu'on puisse bosser comme il faut. Donc c'est quasiment jour 1 en fait, il y a eu cette idée de SaaS. Parce que je savais que pour que ça fonctionne ce truc-là, il fallait du volume. Et pour gérer du volume, il faut standardiser, il faut du SaaS. Bah, et puis pour le coup, je pense que c'est la parfaite preuve pour le coup, d'un MVP qu'on l'a lancé, comme tu l'as dit, un peu à l'arrache pour tester et valider le flux. Et puis après, pour le coup, quand on voit l'outil que c'était à la fin, enfin, là, c'est la parfaite définition de lancer un truc vraiment enfin, qui faisait pour le coup une tâche, hein, parce qu'à la base, je me souviens, c'était juste switcher des dossiers de colonne en colonne et ça s'arrêtait à peu près là. Alors qu'à la fin, bon, on parlait de signature des dossiers, de gérer des mails, d'automatisation. Enfin, c'est parti très loin au fur et à mesure en faisant évoluer la boîte, le besoin des équipes, notamment le besoin des affiliés aussi, parce que du coup, il y avait ce double enjeu. Et Mais tu vois, par c'est vrai contre, tu que vois, à côté de ça, pour tout raconter, donc cette boîte-là, pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils l'ont pas entendu déjà, en 2024, elle a fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on parle d'un projet, c'était très très bien. un projet de formation en France. À cette époque-là, il n'y avait jamais eu un projet qui avait fait autant de chiffre d'affaires. Par contre, si on se raccroche à notre sujet aujourd'hui qui est le SaaS, pour que ça scale autant, il a fallu accepter, et c'est pas de tout repos, surtout pour l'équipe technique, mais moi je l'avais directement pigé, qu'on aurait toujours une dette technique. On Ah aurait oui. toujours une dette technique. T'es obligé, tu peux pas aller aussi fort en ayant tout prévu. C'est pas possible. Donc on était sans arrêt en train de colmater des brèches. Pas parce qu'on avait Ouais. mal pensé le truc, mais juste parce qu'on allait vite et que c'est normal en fait. Et puis, bah, c'est le jeu, hein, en même temps. Quand on développe ce genre d'outil, t'es obligé de passer par là. Tu peux pas tout anticiper. Il y a des nouveaux besoins aussi qui arrivent avec tes utilisateurs. Enfin, ça, c'est clair qu'on passait nos semaines. Il Et n'y il a n'y a pas pas une beaucoup semaine, je crois, pendant d'entrepreneurs. 3 ans. T'as pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à le faire. Moi je Ah le oui, vois c'est dans les sûr. gens que j'accompagne. Bah, c'est un gros challenge, mais pour le coup, moi, je sais que c'est un truc où souvent, moi, dans les clients que j'ai eu, même en prestat plus classique, ils attendent de se dire, bon, bah, c'est sûr que ça va marcher. Et en fait, bah, dans un sens, moi, c'est ce que je dis, c'est que ça va être d'itération, il va y avoir des bugs et on va falloir les colmater au fur et à mesure, mais c'est le processus normal. Et c'est pour ça que j'essaie d'éduquer là-dessus, tu vois, à chaque fois. Et même j'irai plus loin, c'est que en fait, bah, s'il y a des bugs, c'est une bonne nouvelle presque. C'est que ça veut dire que les gens ils sont allés dessus, ils ont testé, et qu'on voit que il y a de la demande et qu'on va pouvoir optimiser le truc, tu vois. Exactement. C'est vrai que Mais tu vois, là-dessus, dans un autre pan de l'industrie, sur la partie marketing, euh, avancer dans le chaos, c'est ce qui fait aussi les boîtes enfin, c'est vraiment une caractéristique des boîtes qui fonctionnent. Je le vois. Ceux qui ont un marketing qui est une acquisition qui tourne, si les closers ne sont pas dans la merde, c'est que clairement, soit on est surstaffé, soit on dépense pas assez en acquisition. Tu vois. Mais il hmm, faut avancer dans le chaos. Et hmm, penser que l'entrepreneuriat digital, c'est de tout repos, je pense que c'est illusoire. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je fais ça maintenant, ça fait 15 piges. hmm. À chaque fois que j'ai fait des trucs de ouf, c'était dans l'inconfort. Que ce Ouais. soit techniquement ou que ce soit dans le marketing.
Et puis c'est marrant parce que tu vois, ça, je m'en suis vraiment rendu compte là en lançant ce projet-là. C'est qu'au final, c'est le cas vraiment à toutes les étapes, quoi. Parce que même quand tu commences à lancer, construire une offre, machin et tout, moi, je me souviens, j'en parlais avec Alicia, avec qui on bosse. En fait, c'est juste que t'as tellement de trucs à faire que ça vient dans tous les sens. T'as l'impression, bah, c'est le chaos, comme tu dis. Mais en fait, c'est ok, il faut passer par là. Puis après, tu structures, tu processes et tu rentres dans un nouveau chaos. Mais oui. Ouais, C'est c'est vraiment, assez. tu sais, l'art subtil de s'en foutre le bouquin, mais appliqué au business. C'est en gros quand t'es dans le quand t'es vraiment dans la t'es à deux doigts du burn-out. Alors c'est un terme qui est très peu voilà c'est plutôt on reprend ce terme-là de tout ce qui est salarié etc. Mais quand t'as le burn-out de l'entrepreneur, c'est qu'en gros il va falloir faire évoluer la situation. Et quand après t'es dans le réconfort, dans le plaisir etc. C'est juste pour te remercier de t'être bougé le cul. Mais il faut accepter que tu vas retomber Ouais, dans le chaos quoi. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et j'avais une petite question toujours autour de cette ERP, mais c'est plus d'un point de vue investissement, je dirais, parce que je sais que pour certains, enfin, aller investir sur un outil qui est quand même, bah là en l'occurrence c'était pas uniquement le cas, mais en partie fait pour les équipes, pour automatiser des choses et tout. Des fois, ça peut être un peu euh, inquiétant dans le sens où on n'y voit pas forcément le retour sur investissement, en tout cas financier. Souvent, le retour sur investissement, bah, c'est plus un gain de temps pour l'équipe et de l'optimisation à ce niveau-là. Et du coup, c'est pas toujours facile de se dire, ah bah vas-y, je vais aller faire ça, je vais aller investir et puis on verra bien ce qui se passe. Toi, comment tu le gères ce truc? Parce que bah évidemment, on est d'accord, on a bien compris, ça fait de l'argent tes affiliés avec tes affiliés et tout, mais il y a quand même un coût sur l'outil que tu Ouais, payais tous les mois. ouais. C'est comment tu le gérais ça? Ouais, ben, en fait, ta question elle est ultra pertinente parce qu'en fait, je le vois, ça. Le fait de donner des outils à l'équipe, ça peut en effet leur permettre d'améliorer la productivité. Donc, c'est-à-dire produire plus dans un temps plus réduit, ou alors faire la même chose, mais pareil dans un temps, enfin plus rapidement, quoi. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on voit, le truc évident. Mais ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que ce qui permet vraiment de gagner de l'argent, c'est d'éviter de faire des conneries. Et en fait, l'automatisation, c'est là-dedans qu'il faut le voir. Euh, j'ai déjà eu des business à millions qui marchaient super bien, mais qui n'étaient pas stables. C'est des business où j'ai perdu de l'argent. Parce qu'il y a une variance qui est énorme. Pour enlever la variance, il faut standardiser. Pour standardiser, bah, il faut des gens disciplinés. Et le meilleur moyen pour que les gens fassent les choses de manière disciplinée, c'est qu'ils remplissent des cases. Le RP, c'est génial pour ça. Donc, c'est pas juste qu'est-ce qu'ils vont faire de plus, c'est quelles conneries ils vont faire en moins. Et ça change tout. Ouais. Une fois qu'on a pigé ça, on peut manager une équipe. Et je le vois avec les personnes qui gèrent des closers, qui gèrent des média buyers, qui gèrent des équipes de tech, qui gèrent des équipes de coach, parce que bon, au final, dans le mastermind, ils viennent pour me parler de tous ces sujets-là. Très souvent, je les vois, ils sont en opposition à leur équipe. Ils n'ont pas l'impression, tu vois, équipe, ça n'a que le mot, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ne se battent pas pour la même chose. Et moi, je m'en fous en fait que le mec il bosse moins, s'il fait pas de conneries et que dans tous les cas, je m'en sors. Ce qu'il faut, c'est limiter la variance, limiter les conneries. Hmm. Et il y Ouais, a un truc, vas-y, pardon. ouais. Non, je dis c'est l'aspect ultra protocolaire et guidé du truc qui en fait est vachement cool là-dedans quoi. Bien sûr. En fait, c'est le gros danger dans une boîte, il est d'avoir, tu sais, il y a un truc que Warren Buffett dit tout le temps, c'est que il y a une des merveilles, une des plus belles merveilles du monde, c'est la magie des intérêts composés. Ok, Einstein l'a dit en premier et Warren Buffett l'a repris après. Mais en fait, moi, je vois l'autre truc, c'est que pour moi, le gros danger, le danger ultime dans une entreprise, c'est les intérêts composés des emmerdes. Tu vois, un truc qui est un petit peu mal fait à un moment, ben ok, ça n'a pas trop d'enjeu maintenant. Par contre, dans 6 mois, il va entraîner un deuxième problème, qui va entraîner un troisième, qui va entraîner un quatrième, etc., etc. Et on va se retrouver avec une boîte qui n'avance plus. L'avantage du SaaS, ben, c'est que tu limites ce truc-là. Alors Ouais. évidemment, tu réduis également tu réduis énormément le volant opérationnel de ton équipe. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, remplir des cases, c'est pas hyper passionnant. Vaut mieux que ton équipe elle se mobilise sur des trucs à forte valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tu vois, maintenant que tu dis ça, ça me rappelle au final sur cette boîte-là.
parce que il y a eu quelques galères que vous avez traversées quand même, pas sur l'aspect SaaS techniquement, mais au Non, sur global. l'aspect juridique. Ouais, voilà. Et au final, Heureusement c'est qu'on a eu toujours, SaaS. ouais, et justement, c'est ce que j'allais dire. Au final, c'est toujours le dernier truc, même dans les galères potentiellement financières et tout, qui restait où tu disais, bah ça, il faut le garder et il faut qu'on continue de bosser dessus parce qu'en fait, enfin, ça sauve la boîte presque. Tu vois. Exactement. Quand tu reçois un contrôle de la Caisse des dépôts, on te demande sur X centaines de dossiers de sortir toutes les pièces justificatives, les émargements, les trucs, et que là on se dit ok, comment on va faire ça? Est-ce qu'on appelle tout le monde? Je dis non. En fait, on a une base de données. Ce qu'on va créer, c'est un export de ce truc-là et on va le faire voilà. Et du coup, ça s'est fait rapidement parce que il y avait tout. Pareil à l'époque de Spicy, sur la période au moment du e-commerce, on a une plateforme qui saute pour les paiements, pour encaisser les paiements. Bon, notre boulot, c'était de faire un checkout. Donc, le paiement sur le checkout, c'est assez important. Hein. Si une page de paiement où on remplit sa carte bancaire, c'est mieux. Bon, mais ça, on a le service qui saute. Bah, heureusement, en fait, que on était propriétaire de notre solution pour pouvoir pivoter et pas perdre les milliers d'abonnés qu'on avait tous les mois. Hmm. Ouais, c'est sûr. Et puis surtout, c'est le genre, bah là, pour le coup, sur Space c'est plus un risque au niveau de la donnée, parce que bah pour vous, c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur sur ce business-là. Mais même si on regarde plus l'aspect, par exemple, sur le RP, sur cette tâche, comme tu disais, comme vous aviez un contrôle, si vous avez pas le RP, déjà que c'était long, je me souviens, qu'on Ouais, prenait bien du sûr. temps à faire ça et tout, et que monter les dossiers, c'était fou. Si en plus t'avais pas ça, mais j'imagine même pas enfin, tu passes des jours et des nuits pendant des semaines et des semaines. Après, c'est un petit peu fait exprès. C'est un peu ma théorie du complot concernant l'administration, mais très souvent, ils te demandent des choses que tu ne pourras pas fournir Ouais. Et là, pour en te mettre dans un l'occurrence, niveau de stress élevé pour comprendre où est-ce qu'il y a une douille. Mais c'est juste normal. ouais, Hein. ouais, C'est une très très bonne logique d'ailleurs de négociation, le fait de te mettre dans l'inconfort pour voir comment tu t'en sors. Mais avec le SaaS, en l'occurrence, on était dans l'inconfort parce que les enjeux étaient gros, mais au niveau opérationnel, ça se gérait quoi. c'était plus ça, ouais, c'est clair. Mm. Très intéressant. Ouais, du coup, bah, c'est ça, c'est avec le RP. Si, bah là, on a quand même évoqué pas mal euh, de tes outils que tu as développés. Donc là, celui-là qui était à disposition de tes équipes et de tes clients sur Spicy, bah, c'était le cœur de ton business aussi, pareil, hein, parce que bah ça m'apparaît. C'était la livraison du produit, quoi. Je sais qu'aussi tu as une autre manière de faire. Bon, je sais on va pas trop rentrer dans les thématiques parce que tu le gardes pour toi, mais on a parlé de Muse au début. Je sais que tu en as mis un peu en place aussi là-dessus. Toi, sur ton business et ton écosystème, comment tu vois les muses et ce type de trucs? Ouais, alors déjà on peut définir Muse. Muse c'est un business qui tourne sans forcément avoir à y dépenser beaucoup d'énergie. Alors c'est pas des vrais revenus passifs parce que il y a certaines personnes de l'équipe qui vont m'arracher les cheveux si je dis qu'on a des revenus passifs parce que pour elles du coup c'est leur boulot du quotidien. Donc c'est passif pour moi mais pas pour elles, donc je vais pas dire revenus passifs. Mais en gros c'est des business où pour scaler tu n'as pas forcément besoin de produire plus. Voilà, tu as des enjeux de SAV mais t'auras pas d'enjeux de production. Bah, le SaaS pour ça c'est absolument génial parce que déjà il y a d'office de la valeur ajoutée pour la personne qui vient sur la landing page. On va pas se mentir, un PDF, un lead magnet que tu fais payer, tu vois un truc qui aurait pu être un lead magnet que tu fais payer, bon la valeur ajoutée elle est euh, dans le copywriting, tu vois, dans la Euh, promesse la promesse qu'on met devant. Par contre, un hmm, SaaS qui transforme, je dis n'importe quoi, en l'occurrence on n'a jamais fait ce business là, mais qui va prendre un document Word et qui va le mettre en PDF, bah, cette requête-là, elle est demandée plusieurs milliers de fois par jour sur Internet. Si vous avez un petit SaaS qui le fait et qui derrière permet, je dis n'importe quoi, ça va vous mettre en PDF les deux premières pages et pour avoir les deux pages suivantes, il faut payer X centimes. Bon, ben, vous voyez, là, vous venez de créer un business. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la galère, qui veulent le faire et qui ne savent pas le faire et qui sont prêts à payer pour. Voilà. Donc voilà, c'est ça un SaaS. C'est pourquoi les SaaS dans les muses, bah, c'est parce qu'en fait ça rajoute un petit peu de valeur ajoutée et ça permet de prendre du volume aussi. bah même moi je trouve que ça rapporte même quand même pas mal de valeur ajoutée. Là t'as donné des petites actions, mais il y a des trucs où tu peux faire des trucs qui sont un peu plus impactants, voire douloureux dans certains cas. Et du coup, toi concrètement, bah pour le coup, toi les muses c'est vraiment un truc à part entière que tu fais dans ton business, qui pour le coup, bah
pense, mais tu me couperas si c'est pas le cas, mais qui est plus là pour le coup pour un aspect financier. Je sais que c'est un Uniquement, peu ouais. le truc qui te sécurise, que tu fais, et bah non, qui te sécurise, c'est tout. Ce type de projet, bah je sais que bon bah en général pour avoir l'idée, tu te bases sur des requêtes comme tu le disais, voir ce qu'il y a du potentiel, tu testes. Et d'ailleurs, je pense que tu pourras en parler parce que c'est intéressant. Souvent, tu as une manière de tester où tu vends un truc entre guillemets sans même avoir le produit encore pour tester si les gens ils sont prêts à payer. Si tu veux en parler un peu plus cette manière de tester le truc parce que moi je la trouve très intéressante. Ouais. Bah, en gros, on pousse le concept du MVP à l'extrême. C'est-à-dire que moi, j'ai un Canva, j'ai un template de landing page, donc de page d'atterrissage, qui est bah, toujours le même. Je détecte une niche via des outils de prévision de trafic, enfin voilà, de prévision de recherche, voilà, de requête. Je trouve un mot-clé, je bâtis une page autour de ce mot-clé-là. Je fais un petit funnel en 3 étapes qui ressemblerait à un funnel classique de SaaS et on arrive sur un formulaire de carte bancaire. Ce formulaire, il a tous les attributs d'un formulaire de carte bancaire à part que il ne va pas processer la carte bancaire. C'est-à-dire que c'est pas un vrai formulaire. C'est un truc où quand on rentre la donnée elle va nulle part après. Elle n'est pas proposée à Stripe, elle n'est pas proposée à une banque quelconque, elle va nulle part. Et on est redirigé vers une page de remerciement. Merci pour votre commande. Par contre, notre site n'est pas encore valable. Nous ne pouvons pas délivrer le service et on ne vous a pas encaissé, on n'a pas prélevé d'argent, on n'a rien encaissé. On explique ça. Sur cette page-là, on va mettre le petit code de tracking qui nous permet en fait de remonter la conversion à Google. Comme ça, Google sait quand est-ce qu'une personne est allée jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout, jusqu'à la page de paiement, jusqu'à la page de Dans le tunnel, remerciement, quoi. la fausse page de remerciement. Et donc du coup, ça nous permet de savoir si cette requête, on arrive à avoir du chiffre d'affaires dans un budget publicitaire cohérent. Ouais. Parce que finalement, c'est un peu le truc qui te permet d'avoir le signal de te dire, ah bah ok, là maintenant je suis prêt à investir parce que potentiellement ça peut faire un projet. Parce que sinon, on Exactement. est d'accord que sans ça, jamais tu vas investir quelques milliers d'euros, que ce soit en ads et pour développer le truc, c'est trop dangereux. Après, ça veut pas dire que ça fonctionnera obligatoirement. Je peux parler d'un cas. Je l'ai documenté en ligne. Il y a une niche que je voulais, que j'avais détectée comme étant une très grosse niche, avec plusieurs millions de requêtes par mois et zéro offre en face. Je sais pas si je peux en parler. Ouais, si, je peux en parler, on s'en fiche. En gros, je voulais faire une assistante sociale en ligne, c'est-à-dire une solution qui te permet, tu expliques ta situation, tu expliques tes revenus, tu expliques tout ça, ça te pose des questions, ça dit ok, tu as le droit à telle et telle aide, tu as le droit à tel dispositif de l'État. Donc ça, il y a des milliers de requêtes tous les jours là-dessus, et il y avait rien en face, il y avait rien. Bah, ce service-là, il était payant. Et il s'est avéré que bah, quand j'ai fait mes tests, ça fonctionnait de dingue. Mais quand on l'a vraiment mis en production, on s'est rendu compte que les gens étaient très peu solvables, hein, ce qui se comprend vu la thématique. Et donc que quand leur paiement allait être initié, bah, ça allait pas passer. Donc on avait un taux d'échec de carte bancaire qui a flingué le business. Donc ce qui a flingué le business, c'était pas notre promesse, c'était pas la pub, c'était pas notre mécanisme, c'était pas tout ça, c'était juste la solvabilité de nos clients. Donc c'est un Ouais, super projet, mais pas rentable, quoi. c'est ça. La cible était trop fragile pour ça, quoi. Ouais, Entre guillemets. exactement. Donc voilà. Mais par contre, on avait déjà évacué plein de trucs. Ça m'est arrivé de développer des SaaS sans avoir cette technique-là et de se rendre compte qu'en fait, ben les gens ne sont pas prêts à payer. Donc vaut mieux s'en rendre compte le plus tôt possible. Ah Ça bah résout pas tout, mais c'est une des problématiques principales quand même l'argent dans un business. ouais. Et puis à l'inverse, je sais pas si t'as déjà eu le cas où bah pour le coup les gens payent, il y a pas de problème avec ça, ils avancent, ils vont jusqu'au produit, sauf que le produit bah finalement il correspond pas tant à ce qu'ils attendaient, du coup ils cancellent, tu vois. Ouais, bah ça arrive tout le temps, hein. J'imagine que c'est des Et cas qui arrivent plus tard aussi. ça arrive tout le temps, hein. Tu vois, quand tu fais des fringues, le taux de remboursement, quand tu fais des fringues dans e-commerce, le taux de retour, il est quasiment d'un quart. Un quart des habits qui sont achetés sont renvoyés. Donc en fait, tu dois en tenir compte dans ton modèle économique. Ouais.
Là, Après, tu pour as le des trucs coup, aussi, tu as des plaintes, des chargebacks, tu as des problématiques de SAV, ça peut aussi te flinguer un business. Donc ça veut pas dire que c'est pas ouais, parce que les gens sont prêts à payer que que le truc est terminé. ouais, bien sûr. Ouais, t'as toujours quand même en vrai, la vraie validation finale, elle est vraiment quand tu lances le truc en production officiellement, que là, tu testes vraiment le produit. Enfin, tu testes l'ensemble finalement. Parce que là, tu essaies de te créer des validités d'hypothèses, mais ça veut rien dire potentiellement. Tu Donc, vois, autant dans mon business à moi où j'accompagne mon business principal, le mastermind, où j'accompagne des gens à trouver des clients sur Internet, à développer leur business en ligne, que le tien où tu accompagnes des gens à structurer leur idée, leur pensée autour d'un projet de SaaS. Au final, les gens, très souvent, ce qu'ils viennent nous voir, ils viennent nous voir pour une raison, c'est qu'ils imaginent qu'on a la recette secrète de comment faire. Et en fait, c'est une connerie. Ce qu'on a, c'est un protocole de test qui, en fait, permet de pas gaspiller. Donc, en fait, on est une assurance. Autant toi que moi. Pourtant, toi, c'est sur un truc technique et moi, c'est sur le marketing. Mais on est juste, on applique un protocole de test. On n'a pas la recette. Parce que quelqu'un qui vend la recette magique, c'est un escroc. Quelqu'un qui oui, dit, c'est clair. Hein. Les- voilà, j'ai le truc qui te permet d'être sûr de générer X milliers d'euros tous les mois en vendant des formations ou en utilisant un SaaS, c'est une connerie. Par contre, la promesse de dire, ben en fait, je vais t'accompagner dans un protocole de test qui va te permettre de très très rapidement trouver le succès en dépensant le moins d'énergie possible et le moins d'argent, ben ça c'est carrément autre chose comme promesse. non. Et potentiellement, enfin moi en tout cas dans mon cas en partie en le faisant pour toi aussi. C'est sûr que c'est le gros sujet de se dire bah comment avoir le meilleur résultat possible en ayant moins d'investissement possible finalement. Ouais, c'est clair. Mais essayer d'avoir de la sûreté avant de d'appuyer sur l'accélérateur quoi. Et donc bah du coup après si je dis pas de bêtises, on passe l'incubateur donc c'est là où tu commences à lancer le mastermind et tout. Bon bah là les muses on les a passées, tu les as toujours en parallèle. Et là si je dis pas de bêtises sur enfin sur ce business là d'après, t'as rien fait de particulier autour de ça, je crois. Non, pas de SaaS. Aujourd'hui, beaucoup de Notion, beaucoup de Notion et uniquement parce que au final, là, on est vachement plus dans l'animation de communauté. Et Hmm. j'utilise Slack, j'utilise des stacks, mais j'ai changé aussi de typologie de business. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. mes deux gros business, le premier qui était Spicy et le deuxième qui était l'incubateur, c'était des business qui faisaient des millions, clairement, mais avec des complexités qui étaient juste dingues. Là, j'ai juste changé j'ai changé de métier, changé de business, j'ai changé de taille de business. Je suis vraiment passé au ce que Tougan appelle les 4 L. Donc low cost, le low people, low technology et low complexity. C'est vraiment ça. Et parce que j'avais besoin de ça dans cette période de vie. Ouais. Voilà, je suis pas dans une période où je scale quelque chose. J'ai juste une communauté que je pousse à fond. Et puis donc le SaaS là aujourd'hui, il a pas de sens. Mais c'est sûr qu'un jour, il y aura un truc autour du SaaS encore, tu vois, c'est obligatoire. Ouais, ça revient souvent. Puis ça doit satisfaire ton petit côté tech Ouais, bien sûr, bien sûr, qui bien revient sûr. de temps en temps comme ça, comme Mais tu vois, par rapport à ça, dans le mastermind, il y a beaucoup de gens qui me parlent d'un projet tech. Hmm. Et depuis l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de monde qui veut développer son petit tool IA, etc. Le gros problème, c'est que il y a plus de edge, il y a plus de barrière à l'entrée à faire ça. Donc il y a beaucoup de projets, comme dans la création de contenu. Avec l'IA, il y a beaucoup de projets qui sont en fait des projets un peu médiocres. Donc il y a beaucoup de déceptions. Et par conséquent, il faut vraiment se prémunir de ça et faire un protocole de test qui est rigoureux pour ne pas perdre trop de temps, trop d'argent. Et puis pour le coup maintenant il est d'autant plus important parce que tu vois j'avais Arthur de chez les Wizards là sur mon premier podcast. En fait c'est exactement ce qu'on disait et maintenant l'enjeu en tout cas sur les débuts il est beaucoup moins sur le produit qu'avant. Parce qu'aujourd'hui c'est facile de sortir un produit euh, en l'occurrence moi je mets des guillemets et attention avec le vibe coding mais bon quand on sait l'utiliser et bien enfin en tout cas quand un dev l'utilise et le fait correctement pour que ce soit bien utilisé, ça va vite en fait. Et c'est pour ça que là le gros enjeu il est vraiment à bah, ramener l'audience sur cet outil quoi et qu'ils achètent et qu'ils restent dessus quoi. Là il est là Exactement. le challenge quoi. Ouais. Et trop souvent, moi je le vois, les gens qui développent des SaaS ne réfléchissent pas à la distribution. C'est bien de faire un Mm. SaaS.
Mais c'est comme tout produit, que ce soit un produit de formation, un produit physique ou un produit, un SaaS, il faut Mm. réfléchir à la distribution. Ouais. Quelle va être vraiment la douleur qu'on va résoudre, basiquement? Quelle est la cible qui va être solvable pour pouvoir l'acheter? Et comment on va la toucher, cette cible? Mm. Ouais, complètement. Autant, bah, moi, je suis hyper en phase là-dessus. Tu vois, c'est important d'avoir sa promesse qui est claire, et pour le coup, faire attention à bien vendre une transformation et pas le produit, parce que en fait, c'est ça que cherchent les gens. Ça, c'est la base, mais pas toujours forcément. Enfin, je le vois pas sur tous les SaaS, donc important. Moi, pour le coup, tu vois, sur les premiers temps, je suis très, et pour le coup, je sais que t'es un peu là-dessus aussi, parce que toi, tu parles de business WhatsApp, mais finalement, sur ce genre de produit, même pour des formateurs et tout, je pense que c'est important d'aller chercher les premiers clients, les premiers bêta-testeurs sur l'audience proche, sur le top client, etc., et avoir du feedback propre. Bah, après, c'est sûr qu'une fois qu'on a validé, pour le coup, ce tout derrière, il faut y aller et enclencher à fond sur l'acquisition, quoi. Donc, C'est clair. toi justement vu que tu es pas mal sur ce marché quand même, hein, parce que t'en côtoies tous les jours par rapport à ton business. C'est quoi ta vision maintenant de euh, l'intégration d'un SaaS dans un écosystème de formation, d'accompagnement? Je sais que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Est-ce que tu as des éléments particuliers là-dessus? Ouais, en gros, moi, je pense vraiment que c'est l'après. Il y a beaucoup de formateurs. Alors, quand je dis formateurs, je parle du 1%. Hmm. Vraiment des personnes qui vont déjà être leaders de leur marché. Elles veulent aller plus loin, ou alors elles veulent arrêter de se salir les mains en vendant de la formation. Bien évidemment, vous comprenez que quand je dis ça, c'est de l'ironie, parce qu'en fait, il y a une image négative des vendeurs de formation, et que pour se racheter se racheter des lettres de noblesse, le SaaS, en fait, ça, c'est un petit peu la suite logique. Donc, c'est une tendance que j'observe. C'est une tendance qu'il faut accompagner. Moi, ça m'arrive de freiner des gens qui veulent lancer des SaaS pour des mauvaises raisons, notamment si c'est pour des questions d'ego. Je pense que c'est complètement idiot. C'est pas crade de vendre de la formation, hein. C'est pas crade du tout. Ça peut être crade aussi de faire un SaaS, hein. Il y a pas de... Donc c'est pour ça. Là-dessus, je suis plutôt assez clair. Mais par contre, si c'est pour scaler une livraison, si c'est pour aller plus loin, si c'est pour avoir du continuity, c'est-à-dire augmenter la LTV des clients, etc. Bah, je recommande évidemment ça. Donc ouais, j'observe la tendance. Mais s'il n'y a pas de edge face à la concurrence ou si c'est fait pour des mauvaises raisons, je dissuade également. Donc c'est pour ça que c'est important de cadrer le projet en amont pour pas perdre du temps. Ouais, d'avoir une vraie vision sur le sujet. Et justement, du coup, toi, pour toi, à quel moment ça pourrait être pertinent d'intégrer ça dans son écosystème? Parce que évidemment, on va pas faire ça en minute une, parce que bah il faut quand même, je pense, avoir développé son expertise, sa méthode, etc. Parce que souvent, là, on parle pour de la formation, en gros, de souvent prendre, j'ai pas d'exemple, enfin c'est prendre une partie de la formation et de la mettre dans le SaaS. Par exemple, je pense à Yoni avec qui j'ai bossé, par exemple, qui fait de l'IMO. Lui, il avait des gros sujets sur les calculs de rentabilité d'opération. Paf, il en a fait un SaaS. Ça, typiquement, c'est prendre une partie de son plan, le foutre dans un SaaS et pouvoir permettre aux gens de le faire. Et Ça, c'est justement, giga pertinent parce que ça devient un outil et ça crée du succès client. ouais, Ça, c'est clair. Tu vois, par exemple, nous, on a un truc là, c'est que très souvent, on accompagne dans le mastermind sur la mise en place de funnels evergreen, donc de marketing qui vendent en continu. Et on passe par un modèle qui s'appelle le modèle de la VSL. Ben, aujourd'hui, on pourrait très bien avoir un SaaS qui propose ça. Bon, en l'occurrence, on propose des prompts parce que ça suffit largement, mais ça aurait pu être un SaaS. Pareil pour générer des idées de créatives, analyser des calls de vente. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui auraient pu être dans un SaaS. Voilà, clairement. après Et ça aurait potentiellement, permis d'avoir plus de succès client. On leur explique la ouais. méthode et on a des outils qui permettent en fait de screener la méthode. Hmm. Et puis je pense que tu as quand même un sujet aussi où malgré tout, ça peut améliorer l'expérience client. C'est Bien même sûr. pas ça peut, c'est que ça améliore l'expérience client. Donc je pense que pour le coup niveau valeur, pour eux c'est quand même vraiment très cool. Et puis clairement, quand toi tu fais de la formation et que t'as un SaaS, t'es quand même mieux positionné et t'as l'air plus expert que quelqu'un qui a juste une formation. Ça, Ouais, ça c'est clair. rajoute vraiment un positionnement de leader comme ça, quoi. De toute façon, Donc quand tu vends de la formation, tu as un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de faire de l'upsell. Voilà, c'est très compliqué d'être rentable sur un one shot en front comme ça. L'upsell, c'est
pour que les gens comprennent bien, c'est à chaque fois, au moment où on le propose, un moyen d'aller plus vite. Autre chose, c'est pas j'achète une formation Instagram et on me propose un upsell pour avoir la formation LinkedIn. Ça, on s'en tape. Quand j'achète la formation Instagram, l'upsell que j'ai envie d'avoir moi en tant que consommateur, c'est les templates. Voilà. L'upsell que j'ai envie d'avoir, c'est le générateur d'idées. C'est éventuellement le service de community management d'Instagram. Voilà, tu comprends. En fait, c'est pour aller toujours plus vite et plus loin. Ouais, bien sûr. Si le SaaS s'il s'inscrit là-dedans, bah c'est très bien. C'est Mm. très très bien. Et Le puis pour le modèle, coup, par bah contre, où il y là, a un SaaS en front et derrière on upsell en formation, ça j'y crois pas par contre. Parce que je l'ai déjà vu aussi. Notamment dans le trading. Tu as une plateforme de trading sous la forme de SaaS et derrière tu as on te dit ah ben tu veux pas acheter une formation. Bah là c'est plus compliqué dans ce sens-là. et puis là, en plus, c'est des sujets qui sont quand même assez particuliers, quand même assez techniques. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, j'irais pas mettre les pieds là-dedans sans avoir à peu près de connaissances avant, tu vois. Mais c'est sûr que sur un écosystème de formation, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, je voulais te dire un truc qu'évidemment j'ai oublié, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, si, c'est que justement, plus, bah, souvent sur ce truc de formation, quand on parle d'upsell, là, pour le coup, bah, évidemment, euh, le SaaS, bah, ça reste un investissement financier, hein, parce qu'il y a du financement au niveau produit, mais en fait, il y a aussi du financement qu'il va y avoir potentiellement sur le marketing, sur l'acquisition, enfin, il va y avoir aussi d'autres éléments à côté. Mais en fait, je pense qu'aussi qu'il y a un sujet qui est important, c'est que bah, déjà, évidemment, moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on aille sur une V1 de la manière, pour le coup, la plus lean possible, avec le moins d'investissement possible, mais ça reste un coût. Mais après, ce qu'il faut, c'est que bah, déjà, évidemment, faire ça quand on a la possibilité d'investir là-dessus sans trop se casser les dents. Et puis surtout, il faut voir le coût d'opportunité derrière plutôt aussi. Parce que bah, sur un upsell, ok, tu vas mettre peut-être 15, 20 000 euros pour lancer ton truc, mais par contre, derrière, bah, ton coût d'opportunité, il peut être énorme. Surtout que je pense que c'est un des upsells qui peut être enfin pas facilement mise en place, mais où le client peut vite avoir un impact, vite devenir addictif au truc, et surtout qu'en plus souvent il y a des versions gratuites qu'on laisse à dispo pour justement faire monter la mayonnaise, et du coup bah en fait derrière après ça peut apporter vraiment avoir un retour Ce qui qui est top quoi. ce qui est hyper important dans un business, c'est d'avoir une douve. Une douve, c'est ou alors sinon moi j'appelle ça aussi le piège à guêpe. Un business, il faut que ça soit pour le client facile de rentrer dedans, mais compliqué d'en sortir. Ben en fait, le SaaS, c'est hyper bien pour ça. Parce qu'en fait, je viens pour la formation. Il y a le SaaS qui m'accompagne à mettre en place le truc, mais j'ai que 3 mois en fait d'offert. Donc en fait, si je veux rester dans le programme, je suis obligé de garder le SaaS, quoi. Mm. Et ça, c'est Ouais, absolument c'est clair. génial. Ouais. Et puis souvent même après, hein, sur des SaaS qui sont bien construits avec des actions, bah c'est le produit où les gens restent même une fois qu'ils ont plus forcément la formation. Souvent, bah, de toute façon, tous les SaaS en IA, c'est un peu ça, hein. Parce qu'on parle d'IA beaucoup pour, notamment, bah, aujourd'hui, forcément, les copywriting, le contenu, etc., etc. Demain, c'est sur appareil que tu formes quelqu'un, par exemple, à faire du copywriting. Je pense à Benoît et Joseph qui doivent écouter sûrement puisqu'ils m'ont fait un feedback dessus. Ils ont lancé un super SaaS. Bah, clairement, c'est des gens qui vont rester derrière après parce que C'est clair. enfin, le produit est tellement ouf que bah, ils restent sur le truc, ils sont addicts au truc, quoi. Donc, il faut vraiment avoir des visions qui sont, pour le coup, plus long terme en termes de stratégie business, mais il peut y avoir des potentiels intéressants, quoi. T'as jamais eu, toi, le cas de, non, je crois pas, de, parce que, bah, pour le coup, ça, c'est aussi un vrai actif. D'ailleurs, tiens, avant de poser la question, euh, on- moi, je parle d'actif dans le sens où bah, ça Ouais, peut être ça une se valorise. valorisation, hein. Il y a des enjeux techniques, machin, etc. Toi, justement, sur ce sujet-là, déjà par rapport à de la formation, bah, la valorisation, pour le coup, je me connais moins côté formation, mais j'imagine que ça se traite pas du tout de la même manière. Je sais pas ce que c'est ton avis là-dessus, toi. Alors, formation, il y a déjà formation et formation. Il y a organisme de formation et dans ce cas-là, en effet, ça se revend. Je pense Mm. notamment à des clients qu'on a en commun, qui sont dans le mastermind, qui sont voilà, qui ont vendu. Moi, j'ai vendu mon organisme de formation à mes associés. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible parce que pas de personal branding. Aujourd'hui, des infoproduits, donc qui est l'autre modèle de la formation. Tout le monde rêve de vendre son infoproduit.
ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de s'inventer un truc. Il n'y a pas de précédent. Le seul précédent qu'il y a eu, ça s'est mal passé. Donc, on part du principe qu'un infoproduit, ça se vend pas. C'est comme si moi, je voulais vendre mon mastermind, je crois que ça ne se vendrait pas. Voilà, clairement. Hmm. C'est pas possible, c'est beaucoup trop personal brandé. Pourtant, j'ai vendu mon organisme de formation, voilà. Mais j'étais ni dans le marketing ni dans la livraison, donc il n'y avait pas de difficulté. Donc, Hmm. voilà. Évidemment qu'un SaaS, ça permet de rajouter de la valo. En fait, surtout, ça permet de changer de multiple. Parce qu'une boîte logicielle, donc quand on vend une boîte, en gros, on vend un multiple de l'EBITDA, donc on vend un multiple du résultat. Du logiciel avec du MRR, donc avec de la facturation mensuelle, ça se valorise plus que des business one shot d'office. Surtout, en général, ouais, on parle de valorisation à 3 fois 10, enfin 3 à 10 fois l'ARR en général, je crois. Donc c'est quand même, c'est quand même assez énorme. T'as déjà eu toi affaire à ça? Tiens, je sais pas, parce que bon, effectivement, t'as revendu ton organisme de formation, mais est-ce qu'il y a eu d'autres sujets comme ça où t'as eu à revendre des actifs? Non, mais bon, après j'ai vendu des parts de boîte, oui, parce que j'étais rentré, j'y suis ressorti, mais rien qui concerne le SaaS, quoi. Ok. Bah écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur tous les sujets. Je suis assez content parce que c'est exactement ce que j'imaginais. Tu fais des trucs un petit peu partout, puis tu as des visions parce que tu as testé beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses. Donc c'est toujours intéressant tout ça à apprendre. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter ou ça va pas Non, mais spécialement? je trouve on a fait un bon tour d'horizon. Moi, un petit truc qui pourrait conclure et compléter ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est en gros les trucs qui marchent. C'est compliqué de savoir comme ça si un truc va marcher ou pas. Par contre, les trucs qui ne vont pas fonctionner, on les détecte de suite. Donc tout est possible, on peut tout essayer. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser les bonnes questions au départ pour éviter de faire des erreurs qui sont vraiment des erreurs communes et critiques. Moi, je le vois, que ce soit aussi bien dans le développement de produits, donc le SaaS en fait partie, ou dans le développement marketing. Évidemment, il y a des coups de génie, des trucs de ouf qui créent de la performance. Mais souvent, les trucs qui retirent de la performance, bah, c'est des trucs qu'on aurait pu identifier, quoi. Donc, il faut se poser les bonnes questions et Et utiliser puis la sagesse collective. ouais. Et puis j'imagine que en plus bah toi c'est encore plus le cas, mais avec l'expérience tu le vois de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement quoi. Bah, c'est-à-dire que ouais, c'est les patterns, on les voit. Et je peux même te dire, un entrepreneur aujourd'hui qui me parle d'un truc, que dans 6 mois, il sera il aura passé cette étape-là, il va se retrouver dans un contexte où il va se poser telle et telle question, il va risquer de faire telle ou telle erreur. Ça, on est vraiment des clones, on est vraiment une meute, on agit tous comme des clones. C'est un truc de dingue. Hmm. Très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. Merci à toi, merci pour Si l'invitation. si on veut te retrouver, ça se passe où? Insta, c'est cool. Voilà, je partage des réels avec des contenus qui concernent voilà, les entrepreneurs du digital, que ce soit des prestataires de services ou des formateurs. Je partage en story aussi un petit peu toute l'actualité du mastermind et il y a plein de pépites en termes de valeur ajoutée. Et après YouTube, j'ai un podcast qui s'appelle Les Gros Mots où je fais intervenir des experts sur des sujets. Et c'est des sujets qui sont également des sujets de valeur pour les entrepreneurs du digital, que ce soit des formateurs ou que ce soit des prestataires de services. Voilà. Ouais. C'est clair que moi j'adore ton podcast pour ça. Quand tu veux faire évoluer ta boîte et tout, ça donne pas mal de tips sur les différentes thématiques, donc c'est vraiment super chouette. Pour le coup, je recommande. Bon, merci. Merci Bah beaucoup. écoute, merci d'être passé, Merci et Hugo. puis on se dit à la prochaine. Mais trop bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.